Je vous le disais en titre, notre invité Firmin Crécré est de ceux qui ont pu analyser de près la détérioration de la situation sécuritaire en Afrique et la montée du terrorisme. De ses recherches et de son expérience de conseiller gouvernemental en Côte d'Ivoire, il a tiré 2 ouvrages, Traité de terrorisme en Afrique et Essai sur les nouveaux défis de la sécurité en Afrique. Il s'est confié à notre journaliste Alexandra Vépierre. Bonjour Firmin Crécré. Bonjour. Bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure d'Abidjan et vous êtes expert en stratégie sécuritaire. Fin 2024, vous avez publié 2 livres, Traité de terrorisme en Afrique et Essai sur les nouveaux défis de la sécurité en Afrique aux éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a mené à publier ces 2 essais ? D'abord, c'est mon expérience dans le domaine. J'ai été responsable de la sécurité nationale à travers des structures d'intelligence. Évidemment, quand on a été à ce niveau, il faut partager son expérience. Dans votre traité de terrorisme en Afrique, vous détaillez l'évolution du terrorisme djihadiste en Afrique depuis le début des années 2000. Pouvez-vous nous dire comment se manifeste ce terrorisme aujourd'hui, en 2025 ? La question du terrorisme, il faut le situer d'abord dans le giron de la guerre asymétrique. Et ce sont des guerres qui ont pour une idéologie religieuse. Il y a deux aspects. Soit ils veulent accroître la capacité islamique, soit ils veulent carrément faire des occupations. Et sur cette base-là, ils sont plusieurs groupes qui se subdivisent, mais on peut dire qu'il y a en gros l'Al-Qaïda et l'État islamique. Voilà, il y a ces 2 groupes-là, Al-Qaïda et l'État islamique. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai, il y a des réactions étatiques qui font que leur nombre diminue, mais aujourd'hui, en 2025, ils continuent les attaques et les occupations. Selon l'indice mondial du terrorisme, élaboré par le groupe de réflexion Institute for Economics and Peace, sur plus de 7500 décès dus au terrorisme dans le monde en 2024, plus de la moitié a été enregistrée au Sahel. Est-ce qu'on peut craindre une contagion de ce terrorisme vers les pays frontaliers, jusque-là moins exposés ? Bien entendu que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, par exemple, la Côte d'Ivoire, on a vu Grand Bassam, on a vu vers le nord Toubor, Téhini, etc. Donc ça a déjà commencé. Ce n'est pas le Sahel, le combat a commencé là-bas, mais c'est plutôt l'occupation qui les intéresse. L'occupation, par exemple le Mali, ils veulent vraiment conquérir le Mali pour installer l'islam comme eux ils l'entendent. Donc sur cette base-là, évidemment, même l'Afrique forestière est aujourd'hui envahie. Vous prenez par exemple le Chebab. Le Chebab va jusqu'au Kenya, va jusqu'en RDC, et j'en passe. Donc c'est même pour ça que j'ai écrit ce livre, pour montrer qu'on parle toujours de terrorisme, mais beaucoup de gens ne savent pas que ça a lieu aussi en Afrique forestière, c'est-à-dire en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Quels facteurs favorisent l'insécurité et le développement de ces groupes terroristes aujourd'hui en Afrique ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la désintégration des États, c'est-à-dire les coups d'État, les rébellions, qui fait qu'il n'y a pas une stabilité qui pourrait avoir comme objectif la sérénité et l'observation saine, voilà, en matière de sécurité. Vous prenez par exemple le Mali, il y a d'abord les Touaregs qui veulent leur État, qui sont au nord du Mali, qui veulent ce qu'ils appellent Azawad. Donc les terroristes qui viennent, ils font d'abord alliance avec Azawad et puis ils font leur chemin. Donc il y a vraiment l'insécurité interne et la non-maîtrise de la situation sécuritaire qui fait que, ils y arrivent facilement.
Et donc, les lieux où il y a peu d'opportunités économiques et beaucoup de pauvreté, est-ce que ce sont des terrains propices au développement du terrorisme? Mais bien sûr, puisque des citoyens qui sont dans les difficultés, vont rentrer, vont être recrutés. Parce qu'eux, ils recrutent pour pouvoir pénétrer les systèmes d'État ou des systèmes des populations, ils recrutent, moyennant quelque chose. Donc la pauvreté aussi peut être un facteur de prolifération, bien d'évolution du terrorisme dans un secteur. Est-ce que le retrait de la CEDEAO des États de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, c'est un facteur favorisant le terrorisme? C'est plutôt désolant, parce que au moment où la CEDEAO construit l'unité au niveau de la sécurité, 3 États se retirent. Bon, ça fragilise l'Union. On peut faire front par rapport à ce phénomène. C'est un fléau. C'est un fléau qui est asymétrique. Il n'y a pas de convention. Si c'est une guerre conventionnelle, les règles sont connues. C'est pour ça qu'on parle de criminels de guerre, si vous ne respectez pas les règles. Mais là, il n'y a pas de règles. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui rend le combat difficile. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les populations et pour stopper la montée du terrorisme? Est-ce que c'est plutôt aux États, aux organisations comme la CEDEAO ou plutôt aux ONG d'agir? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Moi, je crois qu'il faut faire un concert de toutes ces organisations, États, communauté internationale, ONG, parce qu'il s'agit d'un fléau. Pour pouvoir trouver au moins un modus vivendi qui permet à ce que ces populations-là aient des portes de sortie. Comme ce n'est pas des guerres de convention, mais il faut négocier des ponts pour que ces populations puissent accéder à l'aide, accéder aux soins, accéder à l'alimentation, pour qu'il y ait au moins de l'humanisme dedans. Sinon, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'humanisme. On va maintenant parler de la sécurité de manière globale. Votre second livre, publié fin 2024, s'appelle « Essai sur les nouveaux défis de la sécurité en Afrique ». Quels sont ces nouveaux défis que vous avez relevés? Il y a une évolution de la notion de sécurité. Quand on parle de sécurité, on pense à la défense, mais pas forcément. La sécurité est globale. C'est pour ça que je parle de sécurité nationale. Il y a d'abord la sécurité humaine, c'est-à-dire les questions de droits de l'homme, les questions d'empiètement sur la liberté des uns et des autres, ainsi de suite. Donc la sécurité humaine. Ensuite, il y a la sécurité alimentaire. Souvent, on peut passer par l'alimentation pour atteindre une population. Et si jamais il y a un fléau, voilà, comment on fait pour continuer à nourrir la population? Donc, il faut sécuriser, il faut des réserves. Tous ces domaines-là, il faut le mettre ensemble. La sécurité diplomatique, ainsi de suite, la sécurité scientifique, la sécurité stratégique. Voilà. Parce qu'un État doit avoir une stratégie dans un certain nombre de domaines qui est vital. Et quelles conséquences a l'insécurité sur les populations locales? Du point de vue fonctionnement d'un État, c'est difficile. C'est la population qui est d'abord la cheville ouvrière d'un État. C'est elle qui fait l'agriculture, c'est elle qui travaille, c'est elle qui fait les impôts, c'est elle, etc. Donc si la population n'est pas sereine, si la population est toujours en fuite, mais c'est la dégénérescence de l'État. Il y a certains pays qui font appel à des organisations de sécurité privées ou à des milices privées russes. Qu'est-ce que vous pensez de ces combattants privés? Est-ce qu'ils peuvent pallier les insuffisances de l'État? Et est-ce que ça soulève certaines questions? Ça soulève certaines questions parce que les sécurités privées ne peuvent pas se substituer à une sécurité d'État. Voilà. Et puis ça peut aussi créer, j'allais dire, la non-maîtrise, voilà, de la question sécuritaire, puisque c'est un service privé qui fait ça. Mais un service privé, s'il est privé, il a un objectif précis. Il a des intérêts. Voilà. Mais en même temps,
il peut accéder à des informations qui vont servir à des puissances. Un État qui fait appel à un service privé de sécurité, c'est une déclaration de faillite. Voilà. Parce qu'un service, même s'il est soutenu par un État, il ne fera que ce qui lui est permis de faire. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est sincèrement penser à la question de sécurité d'État pour pouvoir, à travers cela, prendre les décisions qu'il faut pour qu'un État devienne fort en matière de sécurité pour protéger ses populations. Les pays africains ont-ils besoin de s'allier avec des pays hors Afrique pour préserver leur sécurité? Les États africains, comme ils ne sont pas solidaires sur les questions de sécurité, ont besoin d'appui des puissances extérieures. Ça ne date pas de maintenant. Pour moi, on a toujours besoin d'un apport extérieur, d'une puissance, quitte à réinitier une coopération. Gagnant-gagnant. Parce qu'une puissance ne peut pas, par humanisme, venir vous aider. Ils ont un intérêt à défendre dans ce que vous avez. Donc, on reconstruit une nouvelle stratégie de coopération où on voit que ce n'est plus la coopération coloniale, mais c'est une coopération vraiment réorganisée, adaptée, où il y a du donnant-donnant. Les puissances, là, ils peuvent apporter dans tel domaine leur apport. L'Afrique aussi peut apporter dans tel domaine à une puissance telle chose. Il n'y a pas un État qui sait tout, qui peut tout. Donc pour moi, c'est ça, on a besoin de coopération. Enfin, pour terminer cet entretien, quelles seraient vos recommandations pour améliorer la sécurité en Afrique? Bon, mes recommandations, c'est d'abord penser aux populations. Penser aux populations et abandonner ou, j'allais dire, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'égocentrisme domine du point de vue de la politique. Parce que si on est modeste, on peut ouvrir les bras, on peut accueillir les autres, on peut demander l'appui des autres. Puis deuxièmement, c'est accéder à une union. Il faut que chaque État baisse son ego pour pouvoir accepter dans le cadre d'un espace de libre circulation des populations. Ce qu'elles ne peuvent pas avoir ici, elles peuvent l'avoir là-bas, mais organiser tout ça pour que ça ne débouche pas sur un désordre. Donc il faut une coopération interne, il faut une solidarité interne, il faut des règles communes. Cela veut dire que les États s'asseyent et discutent de l'avenir de l'Afrique. Il faut un grand parlement en Afrique. Il faut arriver à l'union douanière qui permettrait la libre circulation des biens en ayant quand même un certain nombre de systèmes de contrôle. Voilà. Il faut aller vers, j'allais dire, une armée africaine. Ça va permettre aux armées des États africains d'avoir plus de moyens. C'est-à-dire, s'il y a une armée au plan continental, on aura plus de moyens. Ça n'empêche pas qu'au niveau régional, chaque machin ait des... Mais ça évitera des conflits inter-États. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut aller dans ce sens. L'union est fondamentale pour le développement et pour l'évolution de l'Afrique.